Imaginez un coup d'État qui échoue sans bruit, sans un seul cri, sans la moindre détonation. Pas de blindés dans les avenues, pas d'alerte hurlée aux écrans, pas même une rumeur dans la presse étrangère. Pourtant, le 3 janvier 2026, ce silence à Ouagadougou a glacé le sang d'une nation entière. Un avertissement est tombé, juste à temps. Ni d'une ambassade, ni d'un allié occidental, ni d'une source familière. Son origine demeure floue, comme si l'ombre elle-même voulait rappeler que la menace naît et agit dans le noir. Ce message n'a pas semé la panique, mais a déclenché une riposte rapide, chirurgicale, sans bavure. Aucune parade, aucun défilé militaire, aucune arrestation annoncée. Les réseaux hostiles ont été identifiés, surveillés, neutralisés, avant même qu'un ordre ne soit prononcé, avant qu'une seule balle ne parte. Le monde n'a rien vu, et c'était précisément l'objectif, autant pour les agresseurs que pour les défenseur de l'État. Mais ce silence a un prix. Car un putsch qui échoue sans bruit révèle une vérité plus inquiétante. La souveraineté peut vaciller sans tumulte, sans que quiconque ne s'en aperçoive. La vraie question surgit alors. Combien de coups silencieux ont déjà abouti, dans l'ombre, sans jamais être dévoilés ni compris? Si nous ne percevons pas ces modes d'intervention inédits, si nous restons aveugles à ce qui se trame aux marges, nous pouvons perdre notre souveraineté sans même voir fondre la menace. Ce qui s'est joué cette nuit-là, c'est la frontière ténue entre l'existence et l'effacement d'un État, dans un silence plus redoutable que le bruit des armes. Mais derrière ce calme apparent, que s'est-il vraiment passé dans les coulisses du pouvoir burkinabé? Pour comprendre, il faut plonger dans les heures où tout pouvait basculer. Ce soir-là, aucune alarme ne retentit. Il n'y eut ni sirène, ni agitation, ni ruée dans les rues de Ouagadougou. Pourtant, partout, une tension sourde flottait, invisible pour la majorité. Le 3 janvier, le Burkina Faso semblait plongé dans une nuit ordinaire, bercé par les voix familières des radios et l'écho lointain des marchés qui s'éteignaient. La capitale s'enveloppait d'un calme qui, pour certains, cachait déjà la possibilité du chaos. Derrière cette tranquillité, seuls quelques regards aguerris repérèrent les failles. Un dossier signé trop tôt. Un responsable absent sans préavis. Un téléphone, muet des heures durant. Si la plupart n'y voyaient rien, les vétérans du pouvoir, marqués par les cycles de putsch, savaient que ces détails pouvaient annoncer un basculement fatal. Ici, l'histoire ne pardonne jamais l'inattention. En quelques heures, des décennies d'institutions peuvent s'effondrer. Le capitaine Traoré l'avait appris à ses dépens. Depuis son ascension, il imposait la discipline, centralisait les informations et refusait tout geste spectaculaire. Pas d'annonce théâtrale, pas de drapeau brandi devant les caméras. Sa règle était simple, ne jamais offrir à l'ennemi la moindre prise, ne rien laisser paraître. Dans un Sahel où chaque ville peut devenir la scène d'un coup d'État, la force se mesure à la discrétion et à la capacité de garder le silence. Mais c'est précisément ce silence qui nourrit les dangers. L'habitude de ne surveiller que ce qui fait du bruit rend vulnérable. Un signal ignoré, un geste anodin, et tout peut s'embraser. Le Burkina Faso l'a appris durement. Ce n'est pas la violence qui tue les institutions, mais ce calme trompeur où chacun baisse la garde. Cette nuit-là, la souveraineté du pays tenait à un fil. Seuls quelques-uns, capables de lire l'ambiguïté du silence, pouvaient espérer éviter la rupture. Pour Traoré, il ne s'agissait pas seulement de pouvoir. La survie politique et physique était en jeu. Dans l'ombre, une décision devait être prise, croire à la routine ou sentir l'écho d'un danger invisible. Mais d'où vient l'alerte décisive? Et comment ce signal faible a-t-il bouleversé la suite de l'histoire? Le lendemain, alors que la ville s'éveille, un simple message va briser le fragile équilibre. Il ne s'agit pas d'une annonce officielle, mais d'un indice glissé à voix basse, porteur d'un avertissement qui ne peut plus être ignoré. Ce n'était pas un affrontement brutal, mais une incision calculée, destinée à fracturer l'État avant qu'il ne comprenne ce qui se tramait. Aucun coup de feu, aucune colonne de blindés, pas la moindre alerte médiatique. Le silence seul, témoin d'une menace capable d'effacer un pays sans que nul ne s'en aperçoive.
L'alerte n'est pas venue d'une grande puissance ni d'une ambassade étrangère. La première lumière, fragile mais décisive, a jailli d'un officier ougandais, un soldat rodé aux équilibres du pouvoir plus qu'à la violence. Son signal, capté presque trop tard, pointait vers le sud du Burkina Faso, où quelque chose bougeait dans l'ombre, tandis que la fenêtre d'intervention se refermait dangereusement vite. Face à cela, il n'y eut ni panique, ni improvisation. Les réseaux conspirateurs ont été surveillés, cartographiés, puis neutralisés sans bruit ni éclat. Jamais une seule balle ne fut tirée, aucun spectacle public ne vint réclamer la légitimité de l'État. La conspiration elle-même était d'une sophistication rare. 3 strates s'y superposaient. D'abord, des officiers déchus, ni oubliés ni résignés. Ensuite, des élites politiques de l'Ancien Régime, nostalgiques de leur influence perdue. Enfin, des groupes extrémistes, catalyseurs prêts à précipiter l'effondrement. Leur cible n'était pas la tête de l'État, mais sa colonne vertébrale sécuritaire. Il s'agissait d'affaiblir les chaînes de commandement, de semer le doute dans les rangs, puis de réclamer le retour à l'ordre au nom du peuple. Une illusion de chaos maîtrisé, héritée de décennies de coups d'État dans la région. Tout avait été pensé pour éviter la violence. Aucun débordement ne devait servir de prétexte à une mobilisation ou à une répression pouvant ressouder l'opinion autour du pouvoir. L'absence de drame n'était pas un effet secondaire, mais le cœur même de la stratégie. Mais c'est ici que les failles se sont révélées. Les conjurés, trop confiants dans le silence, croyaient leur discrétion infaillible. Ils n'avaient pas anticipé la vigilance, même tardive, ni la réaction institutionnelle, hésitante parfois, mais résolue. L'absence de redondance dans leur communication et l'oubli de certains signaux ont permis aux analystes de déclencher l'alerte in extremis. La neutralisation s'est opérée par l'intelligence, non par la force. Sur plusieurs sites, à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso et le long des axes au sud, les équipes ont agi simultanément, désamorçant la menace avant qu'elle n'éclate. Ceux qui devaient renverser l'État ont été arrêtés sans bruit, ni tumulte. Ce choix du non-drame, du silence médiatique, était parfaitement délibéré. Il s'agissait d'imposer la légitimité d'un État capable de résister sans vacarme, en s'adressant d'abord à la raison plutôt qu'à la peur. Mais ce calme apparent cache un enjeu majeur. Si de telles opérations passent sous le radar, l'État peut s'effondrer avant même qu'un sursaut citoyen ou une prise de conscience médiatique ne survienne. La souveraineté ne tient alors qu'à un fil, souvent invisible. À présent, ce n'est plus la force brute qui menace la stabilité, mais la subtilité de l'effacement silencieux. La vigilance doit changer de nature, car l'ombre est devenue le véritable champ de bataille. Si l'information circule, pourquoi ce silence a-t-il régné jusqu'au sommet des instances internationales? En apparence, ce matin de janvier semblait paisible, mais derrière cette sérénité, la gestion de l'information fut aussi calculée que la riposte elle-même. Le signal venu d'Ouganda n'était pas un point de départ, mais l'ultime confirmation de soupçons qui couvaient depuis plusieurs semaines. Bien avant cet appel décisif, les acteurs locaux sentèrent le danger. Mais chaque alerte restait cloisonnée, échangée à voix basse, entre cercles régionaux défiants. Fragmenter l'alerte n'est jamais neutre. Cela protège des fuites, mais ralentit l'élan collectif. En Afrique de l'Ouest, partager trop tôt revient à céder du terrain, courir le risque d'être doublé, manipulé, ou sacrifié sur l'autel d'intérêts extérieurs. Pour nombre d'observateurs internationaux, la stabilité n'est qu'un mirage. Ce que certains partenaires recherchent, c'est la prévisibilité. Identifier qui contrôle, qui négocie, et surtout, qui accepte d'être influencé. L'absence de réaction tonitruante ce jour-là révèle le jeu trouble d'un silence complice. Les regards étrangers se sont détournés, préférant la discrétion à l'implication, le mutisme à la solidarité. Face à cette indifférence froide, le Burkina Faso a choisi la radicalité. Ne pas médiatiser la crise, ne pas solliciter d'aide. Ce silence n'est pas une soumission, mais une affirmation d'autonomie. En refusant médiation et intervention, le pouvoir affirme vouloir régler ses failles sans témoin et sans tuteur. Ce choix bouscule l'ordre établi. La coopération sécuritaire au Sahel repose sur l'interdépendance et la visibilité des menaces. Ici,
Le Burkina Faso rompt le pacte tacite. Il agit seul, il se tait, il défie la dépendance qui fonde les alliances. Désormais, la légitimité ne se joue plus dans les conférences internationales, mais dans la rue, sur les marchés, dans la vigilance populaire. Le contrôle du récit échappe aux chancelleries. Il appartient aux citoyens, décidés à refuser la panique, à guetter chaque signe, chaque rumeur. Mais l'autonomie a un prix. La solitude. Résister sans appui extérieur, c'est s'exposer à la pression, aux critiques, à la méfiance des partenaires, voire à l'hostilité des voisins. Ce coup est nécessaire pour préserver une souveraineté éprouvée par des menaces invisibles, toujours plus sophistiquées. Le risque n'est pas que militaire. Il est aussi politique et symbolique. Une réaction tardive ou une dépendance excessive ouvrirait la voie aux manipulations silencieuses du destin burkinabé. Ici, la vigilance locale devient la première ligne de défense. Mais ce silence, imposé ou choisi, peut-il tenir face à la pression internationale? L'histoire récente montre que la discrétion n'est jamais totalement à l'abri des regards, ni des représailles. Le vrai triomphe ne s'est pas joué dans les couloirs du pouvoir, mais à ciel ouvert, sous les regards de ceux qui refusent que l'histoire se répète. À Ouagadougou, la foule s'est levée non pour défendre un sauveur, mais pour soutenir une trajectoire politique qui rejette la fatalité des putschs. Le symbole de cette nuit n'est ni la peur ni la colère, mais une volonté commune d'en finir avec les cycles sanglants du passé. Ce soir-là, aucun coup de feu n'a brisé le silence, aucun corps n'a jonché la rue. L'absence de victimes a privé les fauteurs de troubles de l'oxygène symbolique qui nourrit d'ordinaire les surenchères. Sans sang, la rhétorique du renversement s'est vidée de sa force. La leçon dépasse l'échec d'un coup d'État. La légitimité d'un État ne se résume jamais à une élection ou à un uniforme. Elle naît de la continuité, de la capacité du pouvoir à rassurer, à anticiper, à bâtir la confiance avec la population. Discipline institutionnelle et lucidité collective deviennent ainsi les véritables remparts contre l'effondrement. Ici, c'est l'intelligence partagée qui l'a emporté sur la tentation de la force. L'autosuffisance sécuritaire s'est imposée. L'État n'a pas attendu de secours extérieur, ni quémandé de protecteurs. Mais croire que cette autonomie efface tous les périls serait naïf. Discipline, vigilance, attention aux signaux faibles restent vitales. Le plus grand danger, juste après la victoire, n'est plus le coup d'État lui-même, mais la complaisance qui s'installe lorsque la menace semble écartée. Les réseaux d'intérêt, même affaiblis, peuvent renaître. L'histoire africaine l'enseigne. Aucune victoire n'est éternelle. Aucune stabilité n'est acquise sans effort constant. Ce triomphe silencieux place chaque institution, chaque citoyen, devant ses responsabilités. La souveraineté n'est pas un état figé, mais une vigilance continue. Dès que la discipline vacille, dès que l'attention s'émousse, une nouvelle fenêtre de basculement peut s'ouvrir. Comment transformer ce moment rare, où la paix a prévalu sur la brutalité, en leçon durable pour le Burkina Faso et pour tous ceux qui observent? Rien n'est garanti. La suite dépendra de la capacité à maintenir ce niveau d'exigence collective, jour après jour. Le véritable test de la souveraineté ne se joue pas pendant la tempête, mais dans ce calme trompeur qui la suit. Survivre à la crise n'est qu'une étape. Savoir rester sur le qui-vive quand tout semble paisible, voilà la véritable épreuve. La nuit du 3 janvier 2026 au Burkina Faso en est la preuve. Ce n'est ni la bravoure, ni la puissance militaire qui a empêché ce coup d'État. C'est la force du silence, la maîtrise et l'intelligence partagée au moment opportun qui ont permis de devancer le chaos. Ce récit n'est pas une célébration. C'est un avertissement. Les périls majeurs ne rugissent plus dans la rue, mais chuchotent en coulisses. Les adversaires de la souveraineté ne paradent plus en treillis. Ils s'infiltrent dans les interstices de l'indifférence, œuvrant sans bruit, profitant de chaque instant de relâchement. Aujourd'hui, la vulnérabilité d'un État ne réside plus dans le manque d'alliés extérieurs, mais dans l'endormissement intérieur. Dès que la société croit la menace dissipée, l'histoire s'apprête à recommencer, patiemment, insidieusement. Ignorer ces signaux, c'est risquer de voir la stabilité se dissoudre, lentement,
sans fracas. La nuit du 3 janvier n'a pas été marquée par des sirènes, des explosions ou des annonces enfiévrées. Elle fut silencieuse, ordinaire en apparence. Et c'est justement ce silence qui aurait pu être fatal. Si le Burkina Faso a tenu, ce n'est pas parce que le danger était insignifiant, mais parce qu'il a été compris et désamorcé avant son éruption. Cela place une responsabilité nouvelle sur chaque citoyen, chaque institution. La souveraineté n'est pas un héritage figé. Elle se cultive dans la vigilance quotidienne, le refus de l'aveuglement, l'attention portée aux détails. Il faut apprendre à détecter les signaux faibles, à interroger la normalité, à écouter les silences. C'est à ce prix que les coups d'État muets resteront des échecs, et non les prémices d'autres drames. La question n'est donc pas seulement de savoir comment ce coup fut déjoué, mais combien d'autres menaces sommeillent, invisibles, dans nos habitudes et notre confort. Car le véritable danger, désormais, c'est l'accoutumance, l'oubli et la complaisance. Être vigilant, c'est comprendre que la stabilité n'est jamais acquise, que la démocratie se défend moins dans l'exceptionnel que dans le quotidien. Cette vigilance banale protège l'avenir bien mieux que la plus éclatante des victoires militaires. Ce 3 janvier n'a pas signé la fin d'une menace, mais lancé un signal. Un rappel à repenser notre présence, notre rôle et notre pouvoir, alors même que l'histoire continue de s'écrire, souvent à voix basse. Mais pour vraiment saisir l'ampleur de cette nuit décisive, il est essentiel de replacer cet événement dans la longue histoire des coups d'État silencieux et des déstabilisations feutrées, non seulement en Afrique de l'Ouest, mais à travers le monde. Prenons un exemple historique, le coup d'État du 21 avril 1964 au Brésil. Il s'est appuyé sur des alliances discrètes, des manœuvres politiques dans l'ombre, et a abouti à la chute du président élu sans grand tumulte dans les rues, du moins au début. Les chars n'ont défilé qu'après, mais l'essentiel du renversement s'est joué derrière des portes closes, à coups de télégrammes, de réunions nocturnes et d'ordres silencieux donnés à des unités stratégiques. Cette analogie éclaire la réalité contemporaine. Aujourd'hui, l'efficacité des putschistes réside dans leur capacité à agir sans attirer l'attention, à contourner les réactions émotionnelles de la société et à manipuler les chaînes de commandement dans l'ombre. Un autre parallèle instructif. En Turquie, lors du coup avorté de juillet 2016, la bataille s'est jouée autant sur la capacité à contrôler ou à brouiller les communications que dans la rue. Les putschistes ont cherché à neutraliser les relais d'information pour empêcher la mobilisation populaire. Ce n'est pas un hasard si la rapidité de la réaction du président Erdogan, qui a su s'adresser à la nation via des canaux alternatifs, a changé l'issue. Cela montre que la veille informationnelle et la capacité à détecter les signaux faibles, ces petits indices, parfois anodins, qui révèlent un danger imminent, sont devenus des armes aussi décisives que les fusils ou les chars. Concrètement, pour le Burkina Faso, cela signifie que la survie de la nation repose désormais sur l'éducation de ses citoyens et de ses élites à l'art de lire entre les lignes, à reconnaître les anomalies, à ne jamais se fier à l'apparence d'un calme absolu. Un citoyen averti, capable de discerner l'insolite dans la routine, devient le premier rempart contre la manipulation silencieuse. Comment transformer cette vigilance en culture partagée? Première étape. Instaurer des formations régulières pour les agents de l'État, la police, l'armée, mais aussi pour les acteurs de la société civile. Des ateliers de sensibilisation, centrés sur l'analyse des signaux faibles, doivent être organisés dans chaque région. On pourrait s'inspirer du modèle finlandais. Là-bas, face à la menace d'infiltration russe, chaque citoyen reçoit des brochures et suit des simulations de crise. Pourquoi ne pas imaginer un « mois de la vigilance » au Burkina Faso, chaque année en janvier, où les écoles, les radios, les marchés organiseraient des sessions de réflexion sur la sécurité et la souveraineté. Deuxième étape, renforcer les réseaux d'alerte locaux. Dans de nombreux villages burkinabés, la transmission orale reste le principal vecteur d'information. Il est crucial de structurer ces réseaux, de former des relais communautaires capables de faire remonter rapidement les doutes, les inquiétudes, sans craindre la répression ni le ridicule. Il s'agit de bâtir une chaîne de confiance où chaque maillon se sent responsable du tout. Troisième étape, développer l'intelligence artificielle et les outils numériques pour surveiller en temps réel les flux d'informations,
détecter les tendances anormales et anticiper les campagnes de désinformation. Certains pays africains, comme le Kenya, ont déjà mis en place des cellules de veille numérique. Le Burkina Faso pourrait s'appuyer sur son vivier de jeunes ingénieurs pour élaborer des plateformes citoyennes d'alerte, accessibles par simple SMS ou via des applications mobiles peu gourmandes en données. Mais la vigilance ne doit pas virer à la paranoïa. L'enjeu est d'équilibrer la méfiance et la confiance, d'éviter que la société ne se fracture sous le poids du soupçon permanent. Pour cela, la transparence institutionnelle est primordiale. Chaque fois qu'une menace est détectée et neutralisée, il faut en informer la population sans semer la panique, en expliquant les mesures prises et en valorisant le rôle de la veille collective. D'autres exemples historiques montrent que l'absence de communication ou l'excès de secret a souvent joué contre les régimes. En Union soviétique, lors de la tentative de putsch contre Gorbatchev en 1991, le silence des autorités a ouvert la voie à la confusion et à la mobilisation spontanée des citoyens, qui ont fini par renverser la tentative de coup d'État. À l'inverse, en Côte d'Ivoire, lors des troubles de 2002, la rapidité avec laquelle les autorités ont communiqué a permis d'éviter une panique généralisée et d'organiser la riposte. Ce qui s'est passé à Ouagadougou le 3 janvier 2026 doit donc servir de modèle, mais aussi d'avertissement. Le silence n'est pas une fin en soi. Il doit s'accompagner d'une stratégie d'information maîtrisée, d'une pédagogie de l'alerte et d'une culture du retour d'expérience. Pourquoi ne pas instituer un forum annuel où les responsables de la sécurité, les journalistes, les chefs religieux et les représentants de la jeunesse viendraient partager leurs analyses sur les menaces émergentes, discuter des failles détectées et proposer des solutions concrètes? Envisageons également un scénario plus sombre. Et si un soir, l'alerte n'était pas captée à temps? Si le signal venu du Sud s'était perdu dans la routine bureaucratique? L'histoire fourmille d'exemples où l'aveuglement collectif a été fatal. Rappelons-nous du Rwanda en 1994, où de nombreux signaux d'alerte ont été ignorés, menant à l'une des pires tragédies du siècle. Le prix de l'inattention est toujours exorbitant. C'est pourquoi il est impératif d'inscrire la vigilance dans la durée, d'en faire un réflexe quotidien et non une réaction épisodique. Les institutions pourraient instaurer un conseil de la vigilance composé de membres tournants issus de la société civile, chargés d'évaluer en continu les vulnérabilités du pays et de proposer des pistes d'amélioration. Pour entretenir cette dynamique, il faut aussi reconnaître et récompenser les comportements vertueux. Par exemple, un concours national d'innovation en sécurité citoyenne, où les meilleures idées pour détecter les menaces silencieuses seraient primées et mises en œuvre, stimulerait l'esprit d'initiative. Enfin, il convient d'internationaliser la question. Le Burkina Faso n'est pas isolé. De Dakar à Bamako, de Niamey à Abidjan, les dynamiques de coups d'État et de déstabilisation silencieuse se ressemblent. Pourquoi ne pas lancer une alliance régionale pour l'échange rapide d'informations sur les menaces émergentes, un garde-fou ouest-africain qui mutualiserait les expertises et les alertes, tout en respectant la souveraineté de chacun? De telles mesures concrètes, appuyées par des exemples historiques, montrent que la prévention des coups d'État silencieux ne relève pas de l'utopie, mais d'une volonté politique et citoyenne soutenue. En conclusion, la nuit du 3 janvier 2026 ne doit pas rester un épisode isolé, mais devenir le point de départ d'une nouvelle doctrine de sécurité collective, fondée sur la lucidité, la préparation et la confiance partagée. L'avenir du Burkina Faso, comme celui de tant d'autres nations, dépendra de notre capacité à entendre, dans le silence ordinaire, le murmure du danger, et à y répondre, ensemble, sans attendre